Chapitre 1. À la recherche de la liberté financière. Dans ce premier chapitre, je vais revenir sur mon parcours pour mettre en évidence les erreurs que j'ai commises et vous expliquer comment je me suis retrouvé en grave difficulté financière alors que j'avais tout bien fait. Mon parcours est assez singulier. Je n'étais pas destiné à devenir libre financièrement, ou du moins, je n'avais pas les compétences pour le devenir. Je vais vous parler de mon parcours non pas pour le plaisir d'en parler, mais avant tout pour les leçons qu'on peut en tirer de mes erreurs. Je vais également revenir sur les leçons tirées de cet échec, car j'ai la conviction qu'on apprend beaucoup plus de ces échecs que de ses succès. Ce que je vais vous enseigner peut vous épargner de nombreuses années. Avant de revenir sur le processus de la liberté financière, il est important de comprendre que nous avons été programmés à l'échec. Mon père n'a cessé de m'expliquer que pour réussir dans la vie, il fallait faire de bonnes études, occuper un bon job et surtout se tenir à carreau. Il m'a donné ses conseils car il pensait sincèrement que c'était la meilleure manière de réussir. Et il a lui-même été conditionné à y croire. Il suffisait d'appliquer ses conseils à la lettre, d'être un bon soldat pour réussir dans la vie. C'est ce que de nombreuses personnes ont fait. Et c'est ce que j'ai fait moi-même. Pourtant, mes diplômes ne m'ont pas protégé quand les événements se sont retournés contre moi et que je me suis retrouvé quasiment à la rue. Cette éducation financière de piètre qualité m'avait conditionné à rester dépendant financièrement toute ma vie. Un parcours chaotique. Beaucoup parmi vous me connaissent comme un expert financier dans le monde francophone. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont des best-sellers dans le domaine de la finance. Je suis agrégé d'économie, triple trophée d'or de l'analyse technique des marchés financiers. J'ai enseigné dans les universités les plus prestigieuses et je gère aujourd'hui depuis Dubaï une école sur la liberté financière et les marchés financiers. Je fourmille de nombreux projets ambitieux pour les prochaines années. Pour beaucoup, c'est le parcours classique d'une personne qui a réussi dans la vie. Beaucoup ne connaissent de moi que la vitrine, mais ignorent les souffrances, les sacrifices et le travail que cela a nécessité. J'ai vécu des moments douloureux, des moments de déprime, de doute où je voulais tout arrêter. Aujourd'hui, je suis libre financièrement. J'ai réalisé plusieurs de mes rêves et je suis fier de cette réussite. Mais je peux vous assurer que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai voulu aller plus loin en vous révélant une partie de mon parcours dont je n'ai jamais parlé auparavant. J'ai toujours eu beaucoup de pudeur par rapport à ma vie privée et je connais aussi le danger des réseaux sociaux. J'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas trop parler de soi. Après mûre réflexion, je me suis dit que mon parcours allait sans doute vous permettre de mieux comprendre les épreuves par lesquelles je suis passé. Mon parcours n'est pas un parcours théorique. C'est le parcours de quelqu'un qui a tout gagné, puis a tout perdu, qui a failli perdre la vie, mais a su trouver les ressources nécessaires pour se ressaisir et devenir libre financièrement. À travers mon parcours, j'ai surtout envie de vous démontrer que si j'ai réussi à devenir libre financièrement, vous le pouvez aussi. Certains de mes amis proches qui connaissent mon histoire personnelle m'ont dit « Tammy, tu devrais écrire un bouquin sur ton parcours et sur ta vie. Ce sera un best-seller. » Je ne sais pas si ce sera un best-seller, mais en tous les cas, c'est fait. J'ai toujours refusé de me livrer car d'une certaine manière, c'était avouer ma faiblesse, me mettre à nu. Du moins, c'est ce que je pensais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être totalement libre financièrement. Je peux arrêter de travailler du jour au lendemain. Je n'ai de compte à rendre à personne. J'aide mes proches. J'ai des revenus passifs qui me permettent de gagner de l'argent même en dormant. En lisant cela, n'y voyez aucune forme d'arrogance. Je ne cherche pas à vous en mettre plein la vue. Je veux juste insister sur le fait que ça n'a pas toujours été le cas et que ça aurait pu ne jamais aboutir. Le fait d'être libre financièrement me permet de dévoiler certains moments difficiles de ma vie que je n'aurais jamais pu faire auparavant. La raison est simple. Ma totale liberté financière m'a permis d'éliminer tous les blocages. Mais je sais que ce parcours peut inspirer de nombreuses personnes et les aider à se relever après un échec. J'ai décidé de vous parler de ma longue quête de la liberté financière. J'ai intitulé ce chapitre « À la poursuite de la liberté financière » en référence au célèbre film « À la poursuite du bonheur » dans lequel joue Will Smith. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il raconte l'histoire d'un homme qui est un parfait loser, qui se bat pour que son fils ait un toit. Il est criblé de dettes, sa femme le quitte, il se retrouve à dormir dans le métro avec son fils. C'est une histoire poignante
Et ce film me rappelle une histoire, mon histoire, celle d'un papa qui sacrifie sa carrière pour ne pas perdre son fils. Pour la première fois de mon existence, j'ai décidé de livrer publiquement cette histoire douloureuse. Je le fais parce que j'estime que mon histoire va vous permettre de mieux comprendre mon parcours. Et surtout, elle motivera de nombreuses personnes parmi vous à se battre pour leur liberté financière. J'ai envie de vous prouver que ça vaut vraiment le coup. Et que ce n'est pas qu'une question d'argent, mais que ça va bien au-delà. La liberté financière permet de vous battre pour vos proches et de les protéger. Lors de la sortie du film en 2006, je me suis précipité pour le voir au cinéma. Je venais de vivre à peu près la même histoire et j'étais curieux d'en savoir plus. Étonnamment, à la fin du film, j'étais déçu. Je me suis dit que le héros, au moins, avait pu obtenir la garde de son fils. Et même si l'histoire était belle, il y avait de nombreux papas qui avaient beaucoup plus souffert que le héros de ce film. Pour ma part, j'étais dans une situation professionnelle précaire. Je ne voyais mon fils qu'un week-end sur deux. C'était toujours un déchirement de devoir le ramener chez sa mère le dimanche soir. Et pourtant, quelques mois auparavant, j'étais un Golden Boy à qui tout réussissait. Donc, épisode numéro 1, le Golden Boy. Je ne suis pas issu d'une famille aisée, mais j'ai toujours été un grand travailleur. Mon père a lourdement insisté sur l'importance des études et m'a toujours dit « Mon fils, tu dois obtenir les meilleurs diplômes si tu veux occuper un bon poste et réussir dans la vie. Tu seras respecté et tu ne manqueras jamais de rien. » Mon père n'a pas eu la chance de faire de hautes études et pour lui obtenir de bons diplômes était la consécration. Je pense qu'il y a énormément de parents qui pensent comme lui. J'avais énormément d'admiration pour mon père. J'ai donc travaillé dur et j'ai collectionné les diplômes, car pour moi c'était la meilleure manière de me différencier, de réussir et surtout de rendre mon père fier de moi. J'ai fait énormément de sacrifices, je n'allais jamais au cinéma, je ne sortais pas avec mes amis. Mes moyens financiers étant très limités, j'épargnais chaque centime que j'investissais ensuite dans l'achat d'ouvrages consacrés au trading. J'avais la certitude au fond de moi que mes sacrifices allaient finir par payer et me permettre d'atteindre mon but ultime, travailler dans la finance, devenir libre financièrement. Une fois diplômé, j'ai réussi à intégrer le monde fermé de la finance, sans l'aide d'aucun piston. Contrairement aux autres étudiants, je n'avais pas de relations dans ce milieu. Croyez-moi, cela aide énormément d'avoir des relations. Et je peux vous dire qu'obtenir un poste dans le monde de la finance, c'était un exploit, surtout en 97-98, car les places étaient rares. Mais ma motivation a été sans faille. Et j'ai pu intégrer plusieurs institutions financières réputées. Mes amis me surnommaient le Golden Boy. J'avais tout réussi. Études, carrière et même vie personnelle. Entre 2000 et 2002, j'étais le responsable du trading sur les marchés américains et responsable de l'analyse technique chez Trading Central. Je gagnais près de 3000 € net par mois, ce qui à l'époque faisait partie des hauts salaires. J'étais apprécié par mon équipe. Je contribuais fortement au succès de mon entreprise. Aujourd'hui, Trading Central est devenu une success story à la française, qui a des bureaux à Londres, New York, Hong Kong. Je suis fier d'avoir contribué à son succès. Je jouissais d'une excellente réputation sur les marchés financiers. J'avais réussi à anticiper le crack de mars 2000, celui du 11 septembre 2001. J'étais courtisé par de nombreux chasseurs de tête qui voyaient en moi un gros potentiel. En janvier 2002, je m'installe à Londres où je venais d'être engagé comme trader au sein d'une prestigieuse banque suisse. C'était le job de mes rêves. Mon salaire annuel avoisinait les 85 000 € bruts. Mon compte en banque était donc crédité d'un peu plus de 5 000 € net par mois. À cette époque, très peu de personnes avaient ce type de rémunération. J'étais donc un privilégié et je ne pouvais certainement pas me plaindre. Mes seules dépenses étaient le loyer et le transport. Mieux que ça, mes futurs bonus allaient sans doute me permettre de devenir libre financièrement très rapidement. J'avais réussi. J'étais proche du but. Du moins, c'est ce que je pensais. Épisode numéro 2. Sauver ma peau et ne pas perdre mon fils. Tout se passait pour le mieux dans ma vie. J'avais le job de mes rêves, un excellent salaire, des bonus de dingue allaient tomber, j'étais dans la dernière ligne droite pour devenir totalement libre financièrement. Ce n'était plus qu'une question de temps. Juste avant de quitter Paris pour Londres, j'avais fait la connaissance d'une fille avec laquelle le courant était plutôt bien passé. Les choses se sont précipitées lorsqu'elle m'a appris que
J'allais devenir papa. Elle insista alors pour que je rentre sur Paris, que l'on se marie. Je suis alors revenu à Paris en me disant qu'avec mes diplômes, mon expérience personnelle, j'allais pouvoir créer mon propre fonds spéculatif. Nous nous marions en décembre 2002, une semaine après le mariage seulement. Ma femme m'annonça qu'elle souhaitait divorcer. Je suis effondré, sous le choc. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était surréaliste. J'avais quitté le job de mes rêves à Londres, le job pour lequel j'avais travaillé dur, effectué tant de sacrifices. Ce job de trader représentait ma motivation ultime, car non seulement le trading était ma passion, mais j'étais à deux doigts de devenir libre financièrement. Pour la petite histoire, en 2003, un trader chez Goldman Sachs empocha 45 millions d'euros, le plus gros bonus de l'histoire de la City de Londres. Tout ce pourquoi j'avais travaillé durant des années venait de s'effondrer en un rien de temps. Une longue descente aux enfers commence alors. Cela a été une période de ma vie très sombre. J'ai été en proie au doute, au questionnement. Au milieu de cet océan de ténèbres, la naissance de mon fils, en mai 2003, fut un vrai rayon de soleil. Je pensais que la naissance de mon fils allait arranger les choses. Mais la situation ne fit que s'aggraver, alors que débutait une longue et douloureuse procédure de divorce. En effectuant des recherches sur Internet, j'ai compris que de nombreux papas divorcés ne voyaient plus leurs enfants et qu'il y avait de nombreux drames liés au divorce. Pour ma part, c'était un réel déchirement. Mais mon fils valait plus que tout l'or du monde. Et j'étais prêt à sacrifier ma carrière et le job de mes rêves pour ne pas le perdre. J'ai appris que dans ces situations, l'argent est le nerf de la guerre. Si vous avez de l'argent, vous augmentez vos chances de revoir vos enfants. C'est malheureux, mais c'est ainsi, et les statistiques le prouvent. Selon l'INSEE, 36% des enfants de parents divorcés ne voient plus leur père. Je dis bien 36%. Bien évidemment, ça ne fait jamais la une des journaux télévisés, mais ce sont des milliers de drames humains, de personnes qui sont complètement détruites psychologiquement et qui doivent se reconstruire. Pour ma part, c'était l'échec ultime. J'avais perdu ma carrière et si je ne faisais pas le nécessaire, j'allais également perdre mon fils. Il me fallait alors réagir et vite et retrouver un job rapidement. J'envoie alors des dizaines de CV, mais je ne reçois que des réponses négatives, malgré mes diplômes, mon expérience professionnelle, mes réalisations. Je comprends que la meilleure manière de trouver un job est d'en avoir un. Quand vous êtes en poste, tout le monde vous courtise. Mais quand vous n'avez plus de poste, c'est le néant. Je sais que j'aurai bien plus de chance à Londres, mais il me faut choisir entre mon fils ou ma carrière. Et je choisis sans hésiter, une seule seconde, mon fils. Il fallait donc trouver une solution rapidement, car mes économies commençaient à fondre comme neige au soleil. Je n'avais pas eu la présence d'esprit d'investir dans des actifs qui allaient me permettre de générer des revenus passifs. C'était ma première erreur, mais je ne le savais pas à l'époque. J'étais trop occupé à devenir un trader de légende, et je pensais que rien ne pouvait m'atteindre. Je logeais dans un tout petit appartement de 10 mètres carrés, et c'est en voyant les loyers encaissés par le propriétaire qui devait gagner bien moins que moi lorsque j'étais à Londres, que j'ai compris la puissance des revenus passifs. En parallèle, la procédure de divorce avançait, et même si mon souhait était la garde alternée, force est de constater que je n'en avais plus les moyens financiers. J'étais au chômage, je vivais dans un petit studio de 10 mètres carrés. Aucun juge n'aurait accepté de me confier la garde alternée de mon fils. Pour mettre fin à ce cercle vicieux et sortir la tête hors de l'eau, j'ai décidé de préparer l'un des concours les plus durs de France, l'agrégation d'économie. Plusieurs de mes amis m'ont dit que c'était de la folie de tenter ce type de concours dans de telles conditions morales, psychologiques et financières. Ils m'ont conseillé de repartir à Londres, car pour eux, je n'avais rien à faire à Paris. Je n'ai pas suivi leurs conseils. Au même moment, certains de mes camarades de promo gagnaient des fortunes à Londres. Pour ma part, je préparais un concours très sélectif, dans des conditions psychologiques difficiles, mais la vie est ainsi faite, il faut l'accepter. La seule condition est de se relever, se battre et remporter le combat. L'épisode numéro 3, l'œil du tigre. 36% des enfants de parents divorcés ne voient plus leur père. Je ne voulais pas faire partie de ces statistiques. Je ne voulais pas être l'un de ces papas privés de son enfant. J'étais complètement KO. Mais je savais que j'allais devoir me battre et surtout ne pas abandonner. À ce moment bien précis, j'avais l'impression d'avoir tout raté dans ma vie. J'étais au fond du trou, dans un état de totale solitude.
Je ne voyais pas beaucoup mes amis. Je vivais le fait d'être séparé de mon fils comme une réelle déchirure. En préparant l'agrégation d'économie, j'étais loin d'imaginer que j'allais être confronté à certaines des personnes parmi les plus brillantes de France, diplômées de HEC, de l'ESSEC, de Sciences Po Paris, de l'École normale supérieure, des experts comptables, des notaires, des docteurs en économie. Toutes ces personnes avaient travaillé dur pour réussir ce concours et seule une infime minorité allait le réussir. Sur plus de 1000 candidats triés sur le volet, souvent diplômés des meilleures écoles, seuls 80 allaient être retenus. Dans des conditions normales, il est extrêmement difficile de réussir l'agrégation. Mais réussir ce concours prestigieux, alors que votre tête est sur le point d'exploser, que vous êtes privé de votre fils, que vous vivez un divorce douloureux, relève clairement du miracle. J'ai donc dû me motiver au quotidien pour relever ce défi. Réussir l'agrégation était pour moi une question de vie ou de mort. La nuit, j'imaginais les épreuves de l'examen, je me préparais psychologiquement. Je regardais souvent le film de Rocky, L'œil du tigre, pour me motiver. J'adorais son comeback. Je me disais que moi aussi, j'allais faire mon comeback. Je ne pouvais pas me permettre d'échouer. Échouer signifiait repartir à Londres, ne plus revoir mon fils. Je devais me surpasser, être à la hauteur face à certaines des personnes les plus brillantes de France. Contrairement à un examen, il ne suffit pas d'avoir la moyenne pour réussir un concours. Il faut être meilleur que les autres. Être très bien classé. Je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir psychologiquement, mais j'ai pu réussir ce concours prestigieux en juin 2005, un mois seulement après mon divorce prononcé à Versailles en mai 2005. C'était clairement un miracle, même si je me suis battu pour réussir ce concours car je n'avais pas le choix. Lorsque je suis devenu agrégé, j'aurais dû être ému, fier. Pourtant, ça n'a pas été le cas. Je n'ai éprouvé aucune joie. Pire, j'étais même triste, déprimé, pour ne pas dire effondré. Étonnant de la part de quelqu'un qui vient de réussir un concours aussi prestigieux. La seule joie que m'a procuré cette réussite était de pouvoir rester en France, payer les charges élémentaires et surtout le plus important, rester près de mon fils. Pourtant, les choses sérieuses allaient commencer et plus rapidement que je ne pouvais l'espérer. Épisode numéro 4, la star de l'économie et du trading. En 2006, je reçus la visite de ma mère. Elle a suivi mon parcours, elle connaît mes échecs, mes succès, et elle me dit la chose suivante. Tammy, tu dois écrire un livre. Tu as une solide expérience professionnelle, tu es agrégé d'économie. Ça nous ferait très plaisir à moi et à ton père que tu publies un livre. Après tout ce que je venais de vivre, je ne vous cache pas que j'étais épuisé, assez réticent au départ. Mais écrire un livre était un rêve que je portais en moi depuis bien longtemps. Je savais que la rédaction d'un ouvrage était un travail ingrat, qu'elle allait me demander énormément de travail. Je devais y consacrer au moins une année de ma vie pour un travail qui ne me rapporterait pas grand-chose sur le plan financier. Ma mère me répondit alors, « Qu'est-ce qu'une année dans la vie d'un homme ? Tu as le potentiel, tu as les diplômes, tu es un brillant conférencier, tu dois publier un bouquin. » Bien qu'encore hésitant, je me dis, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Alors pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ? Pourquoi reculer encore ? Alors cette année-là, je consacre chaque minute de mon temps libre à la rédaction d'un ouvrage de référence sur le trading et les marchés financiers. Beaucoup de personnes cherchent à me décourager en me disant « c'est mission impossible, que je ne saurais jamais publier ». Je préfère ne pas les écouter. Je ne contacte aucun éditeur pour ne pas être découragé ou influencé. Et surtout, je travaille comme un acharné. Ce n'est qu'après avoir fini la rédaction de mon ouvrage que je commence à contacter les différents éditeurs, soit près d'un an après. J'envoie un mail aux principaux éditeurs de la place de Paris. Tous répondent positivement à ma demande et veulent me publier. J'opte finalement pour la prestigieuse maison d'édition Erol, dont je deviendrai même le directeur de la collection Bourse. J'y publierai plusieurs ouvrages qui seront tous des best-sellers dans le domaine du trading. Quelques mois plus tard, en janvier 2008, mes ouvrages font l'objet d'une médiatisation assez incroyable suite à l'affaire Kerviel. Je suis invité sur tous les plateaux de télévision. Je deviens l'expert que les télés s'arrachent pour parler trading, marché financier. C'est un moment assez surréaliste dans ma vie. Du jour au lendemain, je suis sous le feu des projecteurs, alors que 2 ans auparavant, j'étais au fond du gouffre, totalement déprimé. Cette phase de ma vie, je l'ai nommée la star de l'économie et du trading. On me reconnaît dans la rue, dans les transports, on me demande des autographes.
Je suis invité à de nombreuses conférences. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Ma messagerie est saturée. Les télés du monde entier souhaitent m'interviewer. Je vis à ce moment-là tout simplement un truc de dingue. Pourtant, ce rythme effréné va subitement s'arrêter. Épisode numéro 5. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour changer de vie. Cet épisode est assez particulier dans ma vie. J'ai rebondi de manière assez spectaculaire alors que mes anciens collègues pensaient que j'étais fini. J'ai atteint le sommet sur le plan médiatique. J'ai pris une revanche sur la vie, du moins c'est ce que j'ai cru. J'ai continué à travailler comme un acharné pour répondre aux différentes sollicitations des médias. J'ai également participé à des recherches universitaires, animé de nombreuses conférences. Ma vie est devenue un véritable tourbillon. Et mes amis me disaient « Tu as un agenda encore plus chargé que celui d'un ministre. » Je ne trouve plus une minute pour souffler, jusqu'au jour où tout a failli s'arrêter. Il est 4 heures du matin, je me lève pour aller à la salle de bain, je perds subitement connaissance, je tombe de tout mon poids, mon crâne heurte le rebord d'un placard. J'ai une chance incroyable, puisqu'à quelques centimètres près, je me brisais la nuque, ce qui aurait provoqué ma mort. Je reprends connaissance, touche mon crâne, il y a plein de sang sur moi et au sol. J'appelle les secours, le SAMU m'emmène à l'hôpital où l'on m'installe dans une salle glauque, le froid m'envahit, on me fait des points de suture avant de m'annoncer que je vais passer quelques jours dans le service de soins intensifs. Dans ce service, je suis entouré de patients bien plus âgés. Mes nerfs lâchent. Je pleure à chaudes larmes sans pouvoir me contrôler. Je suis au bout du rouleau et je me dis qu'il est peut-être temps d'arrêter, de souffler un peu. J'avais une situation confortable et il fallait se contenter de ce beau parcours et arrêter de trop vouloir en faire. 3 semaines après ce premier accident, alors que je suis en vacances au Mexique, je fais un AVC et je frôle la mort une seconde fois. Mes vacances se transforment en cauchemar. Je passe les fêtes de Noël dans un hôpital parisien. Je suis anéanti. J'ai frôlé la mort à 2 reprises. En janvier 2010, je suis dans un état quasi végétatif. Pour me soigner, les médecins me mettent sous antidépresseurs. Je n'ai jamais été dans un état pareil. Je n'ai plus de motivation, plus de rage de vaincre, rien. Je suis lessivé. Je suis l'ombre de moi-même. En janvier 2010, nouveau coup de massue. Mon ex-femme m'annonce son intention de quitter Paris pour la Côte d'Azur. Elle emmène mon fils, bientôt âgé de 7 ans. Et je me dis que c'est le moment idéal pour changer de vie. J'avais mis ma carrière en stand-by pour mon fils. J'avais enregistré malgré tout de très belles réussites. Mais mes camarades de promo avaient gagné des fortunes à Londres ou à Paris. Et pour ma part, j'avais une excellente réputation, une grosse médiatisation. Mais j'étais loin d'être libre financièrement. Être professeur en France, c'est être payé une misère. Contrairement aux pays anglo-saxons où les professeurs sont de véritables stars. Il était temps pour moi de changer de cap, de quitter la grisaille parisienne, de profiter de mes parents que je n'avais quasiment pas vus durant les dernières années. En mars 2010, je remporte le trophée d'or de l'analyse technique des marchés grâce au vote du public, ce qui est un exploit. Car personne ne savait que quelques mois auparavant, j'avais frôlé la mort. En juin 2010, je quitte Paris définitivement, direction la liberté financière. Épisode numéro 6. La liberté financière. Juste après avoir frôlé la mort, je me suis dit « Plus jamais ça ». Je ne voulais plus jamais revivre ce type de situation. J'avais trop souffert et je ne voulais plus avoir à souffrir à l'avenir. En juin 2010, je participe à une émission animée par Michel Field sur l'affaire Kerviel. Il apprécie mon intervention, me dit à la fin qu'il m'a trouvé formidable. Le responsable de l'émission me raccompagne, me propose d'animer régulièrement une émission économique. Je lui dis que je vais réfléchir, mais dans ma tête, je suis déjà parti. Encore une fois, mes amis me prennent pour un fou. Ils me disent « Tu as une médiatisation incroyable. Tu peux exploser encore plus. Pourquoi tu pars? C'est du gâchis. » Je savais que je ne voulais plus de cette vie-là. J'étais devenu l'esclave d'un système médiatique. Et le fait d'avoir frôlé la mort m'avait ouvert les yeux. Je voulais vivre autrement. Et pour cela, il fallait se concentrer sur sa liberté financière. Je me suis donc formé sérieusement auprès des meilleurs experts au monde. Je me suis rendu compte que si je n'étais pas encore libre financièrement, c'était tout simplement que je n'avais rien fait pour le devenir, que je n'avais jamais appris les règles
Étonnant pour un agrégé d'économie. Oui, j'avais une situation confortable et je n'avais certainement pas à me plaindre, mais je n'étais pas libre au sens où je l'entendais. Cela n'a rien à voir avec les connaissances acquises à l'école, ni même avec le fait d'être excellent dans son job. Vous pouvez avoir un très bon salaire et ne pas être libre financièrement, tout simplement parce que vous ne savez pas comment faire. Personne ne m'avait aiguillé intelligemment. Je n'avais pas eu la chance d'avoir un mentor pour cela. J'ai donc mis autant d'énergie pour devenir libre financièrement que pour obtenir mon agrégation. J'ai énormément appris durant cette période. J'éprouve énormément de gratitude, car malgré toutes ces souffrances, j'ai réussi à ne pas flancher. Je suis toujours vivant et heureux de vivre. Aujourd'hui, je suis heureux et fier de mon parcours. Je me suis remarié en 2013. J'ai attendu 10 années, car j'étais encore traumatisé par ma précédente expérience et je n'avais pas trouvé l'âme sœur. Je rends visite à mon fils qui habite sur la Côte d'Azur et il me rend visite régulièrement à Dubaï, car il adore cette ville, mais surtout il est fier de son père, comme il me le dit très souvent. Il n'est pas impossible que je revive des moments difficiles, mais j'ai tout fait pour limiter la casse au maximum. Et c'est ce que permet la liberté financière. Je n'ai plus besoin de travailler pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Croyez-moi, cela fait une différence énorme. Mon parcours vous permet de mieux comprendre pourquoi je me suis fortement intéressé à la liberté financière. Les leçons que j'ai tirées de mon parcours. Mes erreurs étaient assez simples. Je n'avais pas d'actifs, c'est-à-dire des investissements me permettant de générer des revenus sans que j'aie besoin de travailler. J'avais tout misé sur ma carrière. J'avais un excès d'optimisme dans l'avenir. J'étais dépendant d'une seule source de revenus, mon salaire. Tout cela m'a rendu très fragile face aux aléas de la vie. De ces erreurs, j'en ai tiré des leçons. Première leçon, le fait d'être surdiplômé ne m'a pas protégé des aléas de la vie. Par ailleurs, la formation académique ne m'a pas appris l'importance de la liberté financière et pourquoi le salariat n'était pas forcément la meilleure sécurité. Pour devenir libre financièrement, il faut suivre des formations spécifiques. Deuxième leçon, les aléas de la vie ne préviennent jamais. J'étais très ambitieux, je pensais que j'allais réussir mes objectifs de réussite financière très rapidement. Pourtant, tout s'est retourné subitement contre moi. Cela prouve, une fois de plus, l'importance de se protéger par d'autres moyens que les diplômes ou son job. Cela est très fragile, surtout aujourd'hui. Et même si c'est important pour assurer votre liberté financière, vous verrez que cela ne suffit pas. Troisième leçon, la réussite financière suppose un changement d'état d'esprit, de mindset et parfois même d'environnement. Cela suppose de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques parfois. J'aurais pu refuser de prendre ce risque. Après tout, j'avais une situation confortable à Paris. J'étais médiatisé. Et le fait de quitter Paris était un grand risque. Mais le fait de prendre cette décision m'a permis de changer d'état d'esprit et surtout de me concentrer sur un objectif de liberté financière que je n'avais pas auparavant. Quatrième leçon, il n'y a pas une manière unique de devenir libre financièrement. Ma principale erreur fut de tout miser sur mon job. Bien évidemment, si je n'avais pas eu ces problèmes personnels, tout se serait passé à la perfection. J'aurais cartonné financièrement. Beaucoup de mes camarades, moins travailleurs que moi, ont réalisé de très belles carrières. Mais même dans ce cas, vous devez être concentré sur cet objectif de réussite et vous ne devez jamais quitter une situation ou un job tant que vous n'avez pas un plan B. Ma grande erreur a été de quitter un job en or pour une situation hypothétique et ça s'est transformé en cauchemar. Même si vous vous considérez bon, comme c'était mon cas, soyez toujours prudent dans cette phase de transition. Cinquième leçon, il ne faut jamais désespérer et être capable de tourner la page le plus rapidement possible. Nous allons tous passer par des moments difficiles dans la vie et il faut être capable de rebondir rapidement. Quand j'ai vécu ces événements douloureux, je m'en voulais. Je pensais que j'avais raté ma vie. Pourtant, j'ai rebondi de belle manière et ces échecs me permettent d'apprécier encore plus ma réussite actuelle.